hypothèse très éclairante et voilà, qui interroge effectivement l'état de nos normes présentes, ce qui, comme j'essayais de le souligner tout à l'heure, me paraît être une caractéristique majeure de ton ouvrage et de l'exposé que tu viens nous présenter. Peut-être, c'est vous qui, si vous pouvez me le passer. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Oui, je voudrais peut-être juste si je retrouve l'extrait. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Bon, je vous ai parlé juste d'un petit aspect de mon livre. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles j'aurais pu réfléchir, mais je suis tout à fait ouverte aux questions que vous pouvez poser plus larges sur la question des rôles féminins et masculins dans les sociétés préhistoriques, si vous en avez. En tout cas, pour peut-être poser une première question avant de céder la parole à la salle. Moi, une des choses qui me frappe dans ton approche, et donc quelque chose qui est véritablement une réinterprétation, une remise en question des interprétations existantes, c'est la façon dont tu montres comment... alors, prenons l'exemple simple de l'abbé Breuil que tu as cité tout à l'heure, voilà, comment l'interprétation des préhistoriens, et évidemment ça apparaît de manière d'autant plus flagrante qu'on s'éloigne du présent, projette en fait un certain état de la division des sexes au moment où il se prononce sur l'information, disons, incomplète et ambiguë de l'archéologie. Et on a vraiment l'impression qu'il y a deux choses qui sont très frappantes à travers donc, un certain nombre de démonstrations. Je voulais lire, je crois que c'est un passage de l'abbé Breuil que tu cites au début de Femmes de la préhistoire qui est très savoureux. Enfin voilà, on a l'impression de lire une espèce dans la division des rôles de l'homme et de la femme. Hein. Je ne sais plus où c'est. C'est l'introduction de l'introduction ? Ah ben peut-être, oui. C'est pas l'abbé Breuil, hein, c'est un historien de l'art. Ah oui, oui, absolument. Voilà. Elifort. Oui. Oh, je lis juste un petit extrait, si tu me permets. Oui, oui, c'est un très beau texte. Les hommes, les jeunes, courent dans les bois. Leur arme est d'abord la branche noueuse arrachée au chêne ou à l'orme, la pierre ramassée au sol. Les femmes restent cachées dans la demeure, étape improvisée ou grotte, avec les vieux, avec les petits. Dès ses premiers pas titubants, l'homme est aux prises avec un idéal, la bête qui fuit et qui représente l'avenir immédiat de la tribu, le repas du soir, dévoré pour faire des muscles aux chasseurs, du lait aux mères. La femme, au contraire, n'a devant elle que la réalité présente et proche, le repas à préparer, l'enfant à nourrir, la peau à faire sécher, plus tard le feu à entretenir. C'est elle, sans doute, qui trouve le premier outil, le premier pot, c'est elle le premier ouvrier. C'est de son rôle réaliste et conservateur que sort l'industrie humaine. Peut-être aussi assemble-t-elle en collier des dents et des cailloux pour attirer sur elle l'attention et plaire. Mais sa destinée positive ferme son horizon et le premier véritable artiste, c'est l'homme. C'est l'homme, explorateur des plaines, des forêts, navigateur des rivières et qui sort des cavernes pour étudier les constellations et les nuages. C'est l'homme, de par sa fonction idéaliste et révolutionnaire, qui va s'emparer des objets que fabrique sa compagne pour en faire peu à peu l'instrument expressif du monde des abstractions qui lui apparaît confusément. Alors, voilà, et il y a plein d'extraits comme ça et de citations qui deviennent effectivement, dans le regard rétrospectif, assez savoureuses, et qui donc racontent, je dirais, ces deux éléments qui sont probablement des invariants de la science préhistorienne, c'est-à-dire à la fois, encore une fois, la préhistoire comme un espace de projection,
où donc on le voit, voilà une pseudo-description, une pseudo-exégèse qui est bien faite à partir d'informations positives, mais qui construit une sorte de tableau fantasmé. Tu parles aussi des romans de Rosny, de Rahan, etc. Voilà, de toutes ces fantasmagories qui ont une base scientifique, mais qui finalement projettent dans le passé et donc perpétuent dans le présent une division du rôle de l'homme et de la femme, qui sont en réalité, bien sûr, celles du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, celles qui sont contemporaines à celui qui s'exprime. Donc il y a ce premier état de projection, et donc il y a une sorte d'ethnographie parallèle que tu proposes, qui est une histoire des normes, mais du présent, et de leur évolution. Et je dirais que de la même façon, ce que tu viens de nous suggérer, et je dirais, voilà, en particulier l'hypothèse d'une moindre division des sexes ou des genres que celle à laquelle nous a accoutumés la société et l'histoire récente, voilà, c'est le fait que ces récits de la préhistoire sont en fait des récits de nos normes contemporaines, de nos stéréotypes, de nos modèles et de nos fantasmes. Moi, c'est une chose que j'ai vraiment, voilà, une sorte de lecture parallèle qui m'a beaucoup plu de ton ouvrage. Oui, je crois que bon, c'est une démarche qui est la mienne depuis toujours. Quand j'ai écrit sur les mammouths, bon, les enjeux sont un peu différents, mais c'est aussi l'histoire des lectures, des vestiges de mammouths à travers les différents cadres de pensée qui ont pu être imposés sur ces vestiges. Les vestiges sont là, et puis on raconte des histoires. Saint-Augustin trouve une mâchoire, trouve une dent de mammouth sur le bord de la mer, et puis il raconte que c'est la dent de nos ancêtres qui étaient des géants et qui sont devenus plus petits parce qu'il y a l'eschatologie, etc. Donc, bon, et c'est un peu la même chose pour tout ce qui concerne la préhistoire humaine, et de façon encore plus prégnante, encore plus forte. C'est cette projection, et en ce qui concerne évidemment les femmes, cette projection massive des cadres de pensée, des cadres sociaux. Et si vous voulez, je peux vous montrer quelques images, parce qu'il n'y a pas seulement les discours, mais il y a aussi les images qui façonnent notre imaginaire. Bon, j'ai supprimé un peu ces choses parce que je ne voulais pas parler trop longtemps, mais peut-être que ce serait intéressant que je vous en montre quelques-unes, de façon à voir comment la construction même de ces images reflète. Vous voyez, tout à l'heure, tu as lu le texte d'Eliphore, où il disait que la femme, bon, elle se part de collier, elle a des enfants, etc. Et l'homme, lui, regarde vers les lointains. Et là, on a vraiment la spatialité de cette représentation, avec cette femme assise, avec le regard vide, à moitié dépoitraillé, orné de quelques parures, et l'homme debout, avec à la main 2 armes. Bon, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais une arme emmanchée et puis une espèce de massue, beaucoup plus âgée qu'elle, et regardant vers le lointain. Et c'est un peu la même... alors ici, on a les hommes les Raphaël et les Michel-Ange de la préhistoire, là, qui, comme dit la légende de cette image, qui font l'art, ceux qui chassent. Ça, c'est des gravures des années 1870. D'autres images où on voit la femme entourée d'enfants, assise toujours avec son collier et sa poitrine dénudée, et l'homme debout, armé, regardant vers le lointain, la femme assise au foyer, la femme au foyer, et l'homme qui est derrière, au fond, qui part ou qui revient, mais enfin, qui est l'homme des lointains. Donc tout ça incarne un peu cette vision de la dualité des sexes de l'époque victorienne, au fond, d'une époque où les femmes restaient à la maison, tandis que les hommes allaient vaquer à toutes sortes d'occupations. Alors, cette vision, évidemment, elle a continué à nous habiter, à vivre dans l'imaginaire de la préhistoire. Elle a été singulièrement mise à mal, en tout cas aux États-Unis, quand les mouvements féministes se sont emparés de cette question. Et il y a eu une grande révolte, si vous voulez, des anthropologues féminines et féministes des années 60, qui en particulier s'est portée sur certains modèles qui avaient été présentés comme étant un modèle universel, le modèle de l'homme chasseur, man the hunter,
qui était censé rendre compte de l'ensemble des acquis de l'humanité à travers la figure de l'homme, man, hein, vir, si vous voulez, du sexe masculin, et la chasse, c'est-à-dire l'intelligence par la nécessité d'être intelligent pour chasser, la nécessité de fabriquer des outils, la nécessité de partager, etc. Tout ça était des acquisitions de l'homme. Et les femmes étaient à la maison avec la progéniture transie. Et donc, il y a eu tout un courant féministe qui a essayé de renverser les choses, de mettre en avant Woman the Gatherer, la femme qui rassemble, hein, pas seulement qui cueille, mais aussi qui rassemble autour d'elle les enfants, la famille, etc. Et qui pourvoit à la subsistance du groupe et qui a une fonction qui peut être dominante. Et donc, il y a eu, oui, la femme, ça c'est plus ancien. Mais, et donc il y a eu une révolution dans ces choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont continué à vivre jusqu'à aujourd'hui dans ces poncifs, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu un regard plus critique qui a été fait, non seulement de la part des féministes, mais de tout un courant de ce qu'on a appelé post-processual archaeology aux États-Unis, en Angleterre, qui a essayé de dénoncer les préjugés et les cadres, que ce soit les cadres racistes ou les cadres machistes de la préhistoire, qui habitaient ces récits. Alors, la préhistoire se présente sous la forme de récits, de scénarios. J'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'était des hypothèses, mais c'est vrai que pour faire le lien entre ces objets, pour construire un scénario, eh bien, il faut beaucoup d'imagination. Hein, et dans cette imagination se loge aussi, évidemment, nos préjugés et les cadres de notre présent. Alors peut-être que le regard sur la place des femmes dans la préhistoire aujourd'hui, qui revalorise un peu leur rôle et qui tente à leur donner une place plus active, plus centrale aussi, elle est peut-être liée à notre regard sur ce que nous sommes aujourd'hui dans notre société, enfin dans certains périmètres, enfin dans certaines régions du monde. Il reste encore des femmes aujourd'hui qui sont dominées et passives. Mais en tout cas, peut-être que l'intérêt pour revaloriser la place des femmes dans la préhistoire est venu de changements profonds aussi de nos sociétés. Voilà. Et je pense qu'il y a toute une lecture, effectivement, une double lecture, à la fois de ces vestiges et de l'interprétation qu'on peut en donner, de la manière dont on peut les comprendre de la façon la plus fine possible, mais aussi de ces récits qui sont inscrits dans des contextes. Alors, ce travail-là, j'avais davantage fait dans le premier livre, ce travail de lecture critique. Là, je me suis un peu aventurée à avoir une lecture plus positive, si je puis dire, dans ce qui est aujourd'hui offert par les préhistoriens. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Oui, j'aimerais t'interroger sur la différence, si différence il y a, entre deux types de représentations. Une qui peut être plus biologique, qu'on pourrait appeler matricielle, et une plus abstraite, qui serait le féminin, avec les vulves plus abstraites. Donc, je voulais savoir si effectivement, dans ces différences-là, entre la femme représentée biologiquement et entièrement, ou la vulve plus abstraite qui pourrait incarner le féminin, ou au contraire le masculin, est-ce que ces deux représentations coexistent, ou est-ce qu'il y a une datation de l'abstraction voilà. Oui, alors c'est une très bonne question. D'abord, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y a une représentation biologique. Parce que, comme tu as vu, ces figures féminines, elles ne sont pas réalistes. Elles n'ont pas de pieds, elles ont des toutes petites mains, elles ont une tête parfois inexistante. Donc la biologie là-dedans, alors il y a une totalité, c'est vrai, du corps. Hein, il y a une représentation, une tentative pour représenter la totalité du corps, même s'il manque certains éléments, avec un choix d'hypertrophier certains éléments et de négliger d'autres, qui n'est pas biologique à mon sens. Mais effectivement, il y a cette représentation-là, de plus ou moins de la totalité du corps, et celle du fragment symbolique. Et je me suis intéressée à ça. J'ai visité la grotte Chauvet il y a quelques années, et j'ai été tout à fait saisie par, attendez, je ne sais pas si je l'ai là, par la vision de
de ce pendant rocheux dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a ce corps de femme avec le bison. Hein. Et c'est une salle qui est la dernière salle, c'est la salle qui est complètement au fond de la grotte. Alors on ne sait pas si c'est vraiment l'entrée originale, que celle par laquelle on entre, mais en tout cas, par rapport à l'entrée présente, ça se situe à l'extrême fond de la grotte, et c'est une grotte immense. Et il y a une salle ronde, et au milieu, il y a ce pendant rocheux, et derrière le pendant rocheux, d'ailleurs ça a été assez compliqué, ils avaient mis des caméras un peu partout pour voir s'il n'y avait pas des dessins inaperçus, et c'est à travers une caméra qui avait été postée derrière ce pendant rocheux qu'on a trouvé cette figure féminine. Et donc, ça se trouve au milieu de la salle. Et à l'entrée de la salle, datée de la même époque, il y a 2 dessins de vulve juste à l'entrée de cette salle. Il y a une espèce de couloir, et de chaque côté, il y a des symboles, il y a des vulves qui sont dessinées. Et il me semble que c'est très explicitement dire que la représentation plus ou moins réaliste, ou plus ou moins totale du corps, est contemporaine du symbole. Et je pense qu'il n'y a pas... Alors le roi Gourand a essayé de faire une chronologie du réaliste au symbolique, mais ça ne marchait pas. Et il y a une coexistence du réaliste au symbole. Voilà. Donc ça me paraît être un trait tout à fait intéressant, ce qui signifie qu'il faut lire aussi ces images comme des symboles. Elles ne sont pas moins des symboles, elles ne sont pas plus biologiques que les tracés plus et elles ne sont pas moins stylisées que les autres tracés. Voilà. Merci beaucoup. On rêve d'être ton étudiant qui serait pris dans un discours comme ça de grande clarté, de grande générosité quand on ne connaît rien. Merci beaucoup. Tu as dit au début que la préhistoire n'était pas l'origine. Alors, de quoi n'est-elle pas l'origine? Et est-ce qu'elle est le début de quelque chose? Enfin, est-ce que tu pourrais élaborer, comme on dit en Amérique, autour de cette non-origine? L'origine, c'est ce qui rencontre. Ça peut être 2 choses. Non, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être soit ce qui rencontre du présent, c'est-à-dire une espèce de matrice à travers laquelle on reconnaît des choses qui courent jusqu'à aujourd'hui, et qui courent de façon nécessaire, hein, parce que c'est le début. Ou alors, ça peut être le non, le hors-histoire. C'est-à-dire l'origine, c'est ce qui est, par exemple, c'est le moment, le fiat divin, ou le moment de la création, ou le moment... C'est hors de l'histoire. Et dans ce cas, ce serait la nature, en quelque sorte. Une vision de l'origine comme ce qui est en dehors de l'histoire sociale, mais ce qui est de l'ordre de la nature. Voilà. Et je pense que des 2 points de vue, considérer la préhistoire comme la nature, c'est-à-dire que la nature féminine éternelle, hein, la nature des hommes, la nature des femmes, c'est une erreur. Je pense que ces mondes de la préhistoire tels que nous les connaissons, en tout cas pour le paléolithique supérieur, parce qu'on connaît assez peu de choses pour les périodes antérieures, mais probablement que ça marche aussi, sont des mondes sociaux construits à travers des règles d'existence, des règles de parenté, une division du travail qui n'est pas une division naturelle, et donc des formes sociales qui sont autant des cultures et des formes sociales que les nôtres, que celles qui ont couru tout au long de l'histoire. Donc il me semble que les rapporter à une origine naturelle qui serait en dehors de l'histoire, c'est faux, dans la mesure où, justement, à partir du moment où il y a humanité, définition de l'humanité, il y a autre chose que simplement une nature biologique. Il y a toujours déjà un rapport, une construction sociale à travers des règles de parenté, à travers... enfin, on peut le démontrer, ça, si tu veux. Enfin, moi, je passe par exemple, l'affaire de la bipédie. Le fait que, bon, la définition de la famille humaine, c'est la bipédie. Bon, c'est une des définitions qui tient le mieux, parce que c'est très difficile de définir. Il y a toujours des choses dont on peut montrer que les animaux les possèdent. Mais en tout cas, la bipédie, c'est la bipédie permanente. Et cette bipédie permanente, elle est en rapport avec certains traits du comportement sexuel,
en particulier avec la perte de l'œstrus, le fait que nous ne possédons plus les périodes de rut qui sont donc qui rythment la sexualité des grands singes, et que du coup notre sexualité est permanente. Cette sexualité permanente, elle est probablement ce qui a construit autour de l'enfant, en particulier les formes de la famille, c'est ce que raconte Lévi-Strauss, et ce qui a probablement aussi induit la nécessité des règles. C'est ce que raconte Godelier. Quand il y a une sexualité permanente, possible partout, tout le temps, avec tout le monde, il faut mettre des normes, des règles. Et cette régulation, c'est probablement ce qu'on appelle les règles de parenté, enfin, les règles qui gèrent les rapports entre les hommes et les femmes et les interdits. Donc il me semble que... Et ça, si on pose ça comme quelque chose qui est intervenu au moment de la bipédie, c'est-à-dire il y a 7 millions d'années, on peut imaginer que cette construction du social, elle est très 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 ancienne dans l'humanité. Bon, on n'a pas tellement de preuves pour ces périodes très très anciennes, parce qu'on a des fossiles très très rares. Toumaï, il y a 7 millions, l'autre c'est à 5, enfin il y a vraiment très peu de choses. Mais on sait qu'à un certain moment, on se met à fabriquer des outils. On sait qu'il y a des sites où on voit des activités de partage, d'habitat. Et à partir du Paléolithique supérieur, on sait qu'on est dans des formes sociales extrêmement sophistiquées, qui n'ont rien à voir avec une origine naturelle. On est dans des sociétés qui avaient donc un partage des tâches, qui avaient un rapport au symbolique, qui avaient un rapport à la mort, au sexe, à l'art, à la représentation, à la figuration, qui était un rapport aussi complexe que le nôtre, à notre propre structure. Je voulais en venir, j'ai l'impression qu'il y a toujours un rapport à la réparation, à la revalorisation, oui, à la réparation d'un tort, oui, d'un tort fait à l'objet du savoir. Absolument, à cet objet-là, oui. Je pense que le sauvage, hirsute, avec son espèce de gourdin, qu'on a souvent représenté pour figurer les hommes de la préhistoire, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Et je pense qu'il y a un tort, effectivement, par rapport. C'est comme une espèce de racisme rétrospectif, oui, si vous voulez. C'est impressionnant comme. Je pense que c'est. Je pense que c'est important de donner à ces gens qui ont quand même fait la grotte Chauvet, Lascaux, toutes ces choses. Quand on regarde ça, Picasso disait quand Lascaux a été découvert, on n'a jamais rien fait de mieux. Bon, alors l'idée d'un progrès, l'origine qui serait le plus ancien, et puis par rapport à laquelle il y aurait un progrès. Est-ce qu'il y a un progrès en art? Ça, c'est encore une question. Je crois que non. Mais est-ce qu'il y a un progrès dans les formes sociales? Lévi-Strauss a bien montré que non, que toutes les formes sociales étaient aussi complexes les unes que les autres. Et je pense que les hommes de la préhistoire, en tout cas du Paléolithique supérieur, possédaient une sorte de configuration sociale, intellectuelle, pratique, symbolique, qui avait sa propre identité et qu'on ne peut pas reléguer à une sorte d'origine. C'est frappant justement que la question de l'origine n'est pas à être réglée en termes de, je sais pas, de configuration du temps, d'un imaginaire du temps, mais c'est passionnant qu'il s'agisse d'un objet à honorer aussi. Et d'où l'importance les femmes dans la préhistoire, c'est une double réparation. Oui, tout à fait. Mais cette histoire de l'origine, je ne suis pas la première à le dire. Il y a des textes d'Adorno là-dessus. Il y a un beau texte d'Adorno. Que ça d'emblée, rapidement, que ce soit une question de réparation. Je trouve ça. C'est important, oui, parce que. Mais le roi Gourand aussi a écrit des pages là-dessus. Il a dit il faut rendre aux hommes. Et alors, il y a tout le problème aussi du comparatisme ethnologique qui est entré là-dedans, parce que, évidemment, pendant longtemps, on a comparé les sauvages aux préhistoriques, les préhistoriques aux sauvages, en disant c'est tous des sauvages. Bon, alors. Au milieu du XXe siècle, il y a eu beaucoup de voix pour dire on ne peut pas faire ça, il faut rendre la parole aux paléolithiques, il faut leur faire dire ce qu'ils ont à dire à travers leurs restes et leur structure propre. Il faut chercher ces structures dans l'habitat, dans l'art, dans tout ça. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu revenu de ça parce que ce qu'on appelle l'ethno-archéologie a fait beaucoup de progrès, si on peut dire, et s'est beaucoup affiné.
On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas emprunter un machin qui se trouve en Afrique pour dire voilà ce que signifie ce symbole qui est dans la grotte paléolithique, mais on étudie des populations, par exemple des populations de chasseurs-cueilleurs, et on essaye de voir comment se distribuent les rôles masculins et féminins, en Afrique ou en Nouvelle-Guinée ou en Patagonie, et en essayant de voir comment tout ça peut permettre une lecture, une relecture des vestiges préhistoriques. Et il y a même des choses beaucoup plus fines. Je parlais de Patagonie, j'ai des collègues de Barcelone qui ont fait un travail extraordinaire sur des populations de Patagonie qui ont disparu récemment, qui ont disparu au début du XXe siècle et dont on a des témoignages ethnographiques. Et ils ont étudié les vestiges archéologiques de ces populations en les comparant aux témoignages ethnographiques. Et donc, cette double lecture permet de voir ce que le préhistorien voit et ne voit pas, et ce qu'il manque, et comment on peut passer ou ne pas passer du vestige à l'interprétation plus large. Et à partir de là, on peut réfléchir sur l'interprétation des objets de la préhistoire quand on n'a pas ce double regard, et sur la manière dont on peut importer certains témoignages ethnographiques dans l'interprétation archéologique. Et je pense qu'il y a des travaux magnifiques qui ont été faits là-dessus, travaux de Pierre Pétrequin aussi, à Irian Jaya en Océanie, ont aussi, en Nouvelle-Guinée, ont aussi ouvert, et puis les travaux évidemment de Maurice Godelier sur des périodes un peu plus récentes. Et il semble qu'aujourd'hui, cette lecture ethnographique puisse donner de façon plus fine et plus subtile des éléments. Il ne s'agit pas seulement de dire c'est tous des sauvages, comme on le disait au début du XXe siècle, mais il s'agit d'essayer de trouver finement des choses à percevoir, sans nier évidemment l'originalité ni de l'une ni de l'autre de ces cultures. Voilà. Le texte d'Adorno dont tu parlais. Oui, j'ai la référence, je la donnerai, mais il n'a pas écrit beaucoup de choses sur l'art préhistorique, mais il y a un petit texte dans lequel il dit qu'il ne faut surtout pas considérer qu'il s'agit de l'origine. Et il y a des textes aussi de Jean-Louis Schaeffer, qui a aussi beaucoup pensé autour de l'art paléolithique, et il y a des textes de Max Raphael, qui était un historien de l'art, qui a écrit sur Picasso et sur Matisse, et qui s'est mis à un moment s'est passionné pour l'art paléolithique, qui a fait une œuvre qui a été méconnue en France, mais qui a beaucoup influencé des gens comme Leroy-Gourand, Annette Lamy-Lamprère, et qui a écrit justement des pages tout à fait admirables sur cette question de la non-origine, enfin, du caractère non originel de ce que nous savons des cultures préhistoriques. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. J'avais 3 questions en fait. La première, donc vous avez parlé donc, de cette caractéristique qui est la représentation non réaliste, donc le fait que les femmes ont été représentées sans visage ou sans tête. Je voulais juste savoir si c'était une caractéristique plutôt spécifique de la représentation féminine ou c'était comment en fait, ou si les hommes étaient aussi donc représentés. Alors, cette question du réalisme est très intéressante parce que quand on regarde l'art préhistorique, ce qu'on en connaît, ce qui est le plus célèbre, évidemment, ce sont ces choses extraordinaires, Lascaux, la grotte Chauvet, toutes ces représentations qui marquent un réalisme extraordinaire. On reconnaît les espèces, on reconnaît les comportements, on reconnaît toutes sortes de caractéristiques très très précises avec un réalisme sublime et remarquable. Et les mouvements aussi, les hordes, etc. Alors, ce qui est remarquable, c'est que les mêmes artistes, ou enfin, les mêmes populations qui étaient capables de faire ces choses, ont représenté l'humain d'une façon extrêmement schématique, que ce soit les femmes ou les hommes. Et les hommes, alors Bataille parlait de... L'homme paraît du prestige de la bête. Les hommes sont souvent avec une espèce de masque avec une espèce de masque animal. Vous avez vu le lion que je vous ai montré tout à l'heure, l'homme-lion, et presque toutes les images qu'on a des hommes apportent cette dimension animale à la silhouette masculine. Et donc, il me semble que autant les femmes que les hommes sont dans l'ordre
du symbolique, ou en tout cas du non-réaliste. Ce n'est pas ce que disait Bataille. Bataille disait la femme est hyper réaliste et l'homme lui est plus dans le symbole. Je ne crois pas. Je pense que les deux sont de l'ordre du schématique, du symbolique. Est-ce que c'est le même type de schématique? Ce n'est pas tout à fait le même type de schématisme. Il y a des normes esthétiques en quelque sorte. Hein. Je pense qu'il y a, on peut montrer certaines caractéristiques de la silhouette masculine, avec toujours le sexe humain, hein, mais la tête animale, tandis que la femme, c'est d'autres caractéristiques qui sont montrées. Hein. Il y a les formes, cette silhouette losangique, cette absence de tête, ou la tête recouverte de croisillons. Enfin, visiblement, il y a des canons de la représentation qui, à mon avis, ne sont pas... Alors, ces gens qui avaient cette capacité merveilleuse de représenter la nature, enfin, les animaux de façon hyper réaliste, ils avaient aussi cette capacité que j'ai essayé de montrer à la fin de mon exposé, de jouer avec les formes d'une façon extrêmement habile, parce que cette statuette de Sireuil que j'ai montrée, cette jeune fille qu'on voit de profil et qui ensuite devient un phallus avec tous ses attributs, enfin, c'est quelque chose d'extra, enfin, à mon avis, de saisissant, et qui marque une maîtrise de la forme, du travail de la forme tout à fait époustouflante. Donc je pense que cette capacité artistique qu'ils avaient à représenter la réalité, ils l'ont aussi utilisée pour représenter de façon beaucoup plus stylisée d'autres concepts, enfin d'autres formes. Alors, la deuxième question elle est liée à la première de ce point de vue. Donc, est-ce que ces représentations féminines et masculines, si on les analyse, ça fournit des éléments pour avancer une hypothèse sur la domination masculine ou la non-domination masculine préhistorique, hein, à partir, je veux dire, de la représentation des images des femmes et des hommes. Oui. Par contre, c'est plutôt l'interprétation moderne de ces représentations qui permettent donc, en quelque sorte, d'objectiver la domination masculine moderne. Alors, bon, c'est une très riche question que vous posez là. Dans la fin de mon exposé, dans ce que j'ai raconté sur les anamorphoses, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une relation des deux qui n'était pas une relation de domination, mais une relation d'échange et de compénétration. Hein. Mais il est certain qu'on a pu lire aussi ces statuettes, et il y a eu des vastes lectures très largement diffusées, comme témoignant d'une domination féminine, par exemple. Hein, cette abondance de statuettes féminines, de femmes imposantes, etc., on peut être lu comme, parce qu'il y a eu des théories du matriarcat primitif, comme représentant une période matriarcale et qui a pu se poursuivre même jusqu'au néolithique et à la fin du néolithique. Maria Gimbutas, par exemple, a fondé toute une théorie donc du matriarcat et de la déesse même, hein, de la déesse féminine comme étant une sorte d'invariant des temps paléolithiques. Alors on est revenu de ça aujourd'hui, d'abord parce qu'il n'y a pas une homogénéité entre le paléolithique et le néolithique, ensuite parce que la notion de dieu, de déesse est une notion difficile à transposer à une époque aussi lointaine et non, enfin, le monothéisme est quelque chose d'assez récent. Et puis ensuite, parce que cette affaire de matriarcat, on ne connaît aucune société matriarcale aujourd'hui, et le fait qu'il y ait de nombreuses représentations féminines ne représente pas forcément la notion d'une domination féminine. On dit souvent, la Vierge est représentée dans les églises, c'est pas pour ça que le catholicisme est une religion matriarcale. Donc il y a des lectures, effectivement, des tentatives de lire l'art paléolithique, à travers l'art paléolithique, différentes conceptions des relations de domination. C'est difficile, à mon avis, d'en tirer une conclusion générale. Je pense que cette histoire, il y a d'autres chapitres dans mon livre où je parle, par exemple, de la violence, de la domination masculine à travers certaines formes de violence qui sont apparentes ou qui sont latentes.
dans les relations sociales. Donc il y a d'autres paramètres qui permettent peut-être d'envisager ces questions. Et donc la troisième question, elle sort un peu du cadre de votre exposé d'aujourd'hui. Il y a en fait cette théorie qui suppose qu'en fait la taille des femmes, le fait que les femmes sont moins grandes que les hommes, est aussi en quelque sorte le fait historique. Donc, notamment parce que traditionnellement les hommes mangeaient en premier, donc les femmes mangeaient moins, etc. Et ça s'est transformé après au niveau c'est la fameuse thèse de Priscille Touraille, que je connais bien, qui a été mon étudiante, et puis qui a été aussi l'étudiante de Madame Héritier, de Françoise Héritier, avec qui elle a fait sa thèse. Et alors, c'est une thèse un très gros travail qui est d'abord de nature ethnographique et biologique. C'est sur le présent qu'elle travaille. Alors moi, j'en ai parlé un petit peu dans mon livre, mais pour dire, et ce qu'elle dit d'ailleurs, il y a quelques éléments dans son texte, mais très peu sur le paléolithique et sur la préhistoire, mais elle part, elle, de l'idée que la bipédie, toujours la bipédie, fait que la taille des femmes doit être grande pour pouvoir accoucher de façon sereine et non douloureuse. Et c'est au cours de l'histoire humaine que cette taille des femmes s'est réduite pour une double raison, une raison de sélection sexuelle, ce dont parle Darwin, le fait que les hommes sélectionnaient les femmes plutôt graciles, plutôt petites, plutôt fragiles, et deuxièmement, parce qu'elle appelle une contre-sélection, c'est-à-dire le fait que la nutrition des femmes, et comme on le voit dans certains cas, en particulier au néolithique, a été bien défavorisée par rapport à celle des hommes, c'est elle qui mange les restes, c'est elle qui ne mange pas les protéines, etc. Et que donc tout cela a pu aboutir à une époque subhistorique ou historique à ce dimorphisme sexuel que nous connaissons et qui a pour conséquence douloureuse, en particulier l'accouchement dangereux, qui parfois arrive à conduire à la mortalité et de la mère et de l'enfant, enfin la mortalité des femmes dans beaucoup de cas. Alors, en ce qui concerne le paléolithique dont j'ai parlé là aujourd'hui, moi j'irais plutôt dans le sens de dire que ce dimorphisme n'est pas accentué au paléolithique, en particulier ni chez les néandertaliens ni chez les homo sapiens, au point que, comme je l'ai dit en commençant, on a beaucoup de mal à identifier un homme d'une femme sur les vestiges osseux. Chez les néandertaliens, la femme de l'Aquina, qui a été trouvée en 1911, a changé 5 fois de sexe, et on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'est un homme ou une femme. Il y a eu toute une série de sépultures sapiens en Italie, dans toute l'Italie, depuis Grimaldi jusqu'au sud de l'Italie, qui sont toutes similaires, disposées de la même façon, avec un décubitus latéral gauche, avec des ornements, etc., très ornées, avec des offrandes, qu'on a identifiées à la fin du XIXe siècle comme des sépultures masculines. Évidemment, il y avait des offrandes, il y avait des ornements, ça ne pouvait être que des hommes. Et puis on a relu ces sépultures, dont certaines d'ailleurs, dont une en particulier, porte un enfant encore dans son ventre, et on a vu que c'était une femme, et on les a toutes relues, et on a constaté que par l'analyse fine du bassin, etc., on a pu, l'hypothèse que c'est des femmes est aujourd'hui beaucoup mieux acceptée. Et donc, ce dimorphisme n'était pas tellement patent. Elles étaient très robustes, ces femmes des sépultures italiennes. Et donc, on peut imaginer que pendant toute cette période du paléolithique moyen, donc chez Néandertal, et supérieur chez Sapiens, les femmes et les hommes étaient aussi robustes, sans doute en rapport avec des modes de vie où le partage des tâches était relativement égal, où les femmes avaient un rôle important dans la subsistance et recevaient aussi une nourriture adaptée à leurs besoins. Ce qui ne signifie pas qu'elles n'étaient pas dévalorisées. On peut dévaloriser symboliquement à travers des mots, à travers des comportements. Godelier a très bien raconté ça dans son livre sur la fabrication des grands hommes. Comment on est dans une population qui n'est pas de chasseurs-cueilleurs, mais où il y a un mélange de chasse et de cueillette et d'une certaine sédentarisation. Mais il montre
que bien que les femmes aient accès à tout ce qui leur permet de bien se nourrir, de vivre, etc., il y a une dévalorisation totale de ce qu'elles sont, de leurs activités. Il y a une séparation au point que les hommes prétendent que c'est eux qui donnent naissance aux enfants et que les femmes, elles ne font que les porter de façon accessoire. Donc, je pense qu'il y ait eu un dimorphisme peu accentué, qu'il y ait eu une bonne santé des femmes au Paléolithique, probablement que les accouchements étaient moins douloureux que plus tard au Néolithique, c'est une chose. Maintenant que leur statut ait été valorisé complètement, c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée. Voilà. Mais au Néolithique, il y a des périodes, à partir du début du Néolithique, la taille des hommes et des femmes régresse, et il y a des périodes où le dimorphisme s'accentue, dans les conditions que vous avez dites. Mais c'est un beau livre que celui de Priscille Touraille. C'est un livre très très riche, qui a d'ailleurs pas toujours été bien accepté par les biologistes. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'anachronisme inverse dans un domaine ou dans un autre, qui est de projeter l'image qu'on a, soit de l'artiste du XXIe siècle, soit de la femme qui prend la pilule, qui est cadre dans une société, etc., de ce qu'elle pense, de ses revendications et de ses combats, dans des sociétés très anciennes. Et notamment, par exemple, la conception de l'artiste dans une société ne correspond pas du tout à celle qu'il y avait dans ces sociétés. Les objets qu'on voit là, les artefacts qu'on voit, c'est pas du tout la création d'un individu, ce sont des objets traditionnels qui sont surtout faits à des multiples... C'est un peu comme les figures de Bouddha ou des choses comme ça. Ce sont des objets qui sont une création collective qui n'est pas faite... Personne n'a fabriqué la forme. C'est une forme qui s'est petit à petit améliorée, enrichie de symboles, de machins, etc. et qui s'est petit à petit déformée pour obtenir ça. Mais c'est pas... Il n'y a pas un type qui un jour s'est dit « Tiens, je vais présenter une femme, comment est-ce que je vais la faire ?» etc. en partant de rien. En fait, c'est un objet qui, année après année, pendant des siècles et des siècles, petit à petit, s'est déformé et enfin, a eu deux aspects, etc. Voilà. Oui, alors, vous avez raison. Je pense qu'il faut introduire quand même des nuances dans ces objets. Il y a des objets qui sont visiblement des objets de série. Par exemple, les statuettes de Grimaldi, hein, on en connaît une douzaine, et elles sont des petites statuettes qui font à peu près 5 cm, qui sont toutes sur le même modèle, qui sont vraiment très schématiques. Il y a d'autres statuettes en Sibérie qui ont été aussi étudiées récemment, et dont les préhistoriens qui l'ont étudié pensent qu'elles ont été faites en série. Hein. C'était vraiment et même peut-être une espèce de chaîne de travail. Alors, pour ces statuettes qui étaient des amulettes probablement, on peut imaginer que... Il y a un type. Que ces amulettes pouvaient très bien être faites par celles qui les portaient. Si c'est les femmes qui en avaient l'usage et que c'était leur petite porte-bonheur, on peut imaginer qu'elles les fabriquaient eux-mêmes. Il n'y a aucune raison, même si c'est sur un modèle traditionnel, etc. Cela dit, dans ce que nous connaissons des statuettes paléolithiques, et c'est sur une vaste durée et dans beaucoup de régions du monde, même si elles sont faites selon un type défini, il y a quand même, me semble-t-il, une originalité de chacune. Si on pense par exemple à celle que je vous ai montrée avec son espèce de soutien-gorge et la présence de tous ces éléments de textiles, par exemple la statuette de l'Espug avec tous ses volumes différents, par exemple celle de Castionne où on voit ce ventre proéminent, etc. Je pense qu'il y a aussi, il y a des choses qui sont faites en série et puis il y a des choses qui, sur un modèle, produisent une figure qui a une originalité et qui a une... Tellement lacunaire, on a un objet tous les 10 000 ans. Alors, enfin non, peut-être j'exagère un peu, mais tous les 1000 ans. Donc, c'est forcément... Et puis en plus, c'est pris dans des endroits différents, des contextes différents. C'est comme si, je sais pas, en Afrique, on allait piocher de temps en temps un masque
à diverses époques, à des et puis qu'ensuite on fasse une collection et qu'on dise voilà, les artistes sont tous originaux. Bon, non, ils ne sont pas originaux. C'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas un objet tous les 10 000 ans, c'est des sites où on trouve parfois beaucoup d'objets. À Grimaldi, on a trouvé 12 statuettes dans le même site. À Castionci, c'est aussi un site spatialement très limité où on a trouvé une vingtaine de statuettes. Donc il y a des possibilités de comparer, il y a des possibilités de marquer une originalité de l'une par rapport à l'autre. Bon, je ne dis pas que c'était forcément des grands artistes, mais je dis que certaines de ces statuettes manifestent un travail qui n'est pas seulement la répétition d'un schéma, mais la mise en œuvre de quelque chose de beaucoup plus complexe et qui dit quelque chose. Voilà. Bon, c'est sûr que la statuette de Sireuil, elle a été trouvée dans le creux d'un chemin, mais elle est très étonnante en elle-même. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas... on raisonne sur des choses sur une durée très étendue et sur un espace très étendu. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que dans cet espace très étendu, on a des réponses, on a une espèce de continuité de certains schémas, depuis la Russie jusqu'à la France. Hein, et il y a quelque chose d'homogène qui vient probablement du fait que c'était des nomades. C'est des gens qui circulaient et des traditions qui, de proche en proche, se perpétuaient et qui sont restées constantes, en tout cas pour le gravétien, enfin pour la période la plus ancienne du Paléolithique supérieur, qui sont restées constantes pendant plus de 10 000 ans.